On va bientôt commencer. En avant, roule. Tac. Donc ça, je peux fermer quand même. Voilà. OK, bonjour à tous. C'est parti. Donc, on y va. Ce matin, on va parler un peu du tourisme et de l'activité économique que peut générer le tourisme. Et principalement dans le tourisme, nous, ce qui nous intéresse, c'est la randonnée, hein, les touristes et la randonnée. Comme support de base, j'ai un énorme document. C'est un document qui a été réalisé par l'association Atout France, la structure Atout France. Atout France, c'est une structure, une agence de développement touristique française et principalement internationale. Ils font beaucoup de recherches, de statistiques sur le développement touristique entre les Français et l'international. Le document que vous avez normalement sur vos écrans, donc c'est un document, alors que je prenne ma souris, voilà, qui parle bien sûr du tourisme de la randonnée pédestre française, mais ils ont, alors je vais aller un peu trop vite, c'est descendu trop vite, ils ont aussi couplé ça avec un peu le marché allemand et néerlandais pour faire des comparaisons. On ne va pas parler ce matin, nous, du marché allemand et néerlandais. On va se contenter de la clientèle française. C'est déjà bien beaucoup, mais le document que je vous présente, là encore, il est sur le site, il est déjà sur le site que Jean-Pierre vous a mis en ligne. C'est un énorme pavé qui fait 187 pages. Donc, vous prendrez le temps de le lire quand vous aurez un peu de temps. Les données sont quand même très intéressantes pour votre futur métier et on ne va pas lire les 187 pages, on n'aurait pas le temps. J'ai fait une sélection de données qui me paraissent indispensables à connaître et à comprendre pour la création de votre futur métier et dans le cadre d'un objectif de dire, bon, ben, je veux essayer de monter un produit. Si ce produit, est-ce qu'il correspond au marché ou est-ce que c'est une niche, mais je sens que cette niche, elle est porteuse, etc., etc. Donc, on va regarder un petit peu ça et on va essayer de donc dégrossir un peu le dossier. Donc, on y va. C'est parti. Alors, je vais essayer de réussir à gérer ça facilement. Je vais directement à la première page qui m'intéresse, qui est la page, c'est des grandes pages chez vous, on va voir. Tac. Alors là, vous y voyez que vous y voyez rien, c'est bizarre, comment ça se fait? Ouais, c'est ça. 49, 48. OK, très bien. Comment est-ce que je peux donner ça? Donc, la place de la randonnée pédestre dans le comportement touristique français. La progression du nombre de séjours avec la randonnée pédestre, avec donc un séjour de randonnée avec randonnée pédestre à l'intérieur dedans, a progressé de 25% en 10 ans. Tous les chiffres que je vous donne, et ce livre-là, il a été édité en 2019 et donc toutes les statistiques, les recherches qui ont été faites sont sur des statistiques qui datent entre les années 2007, entre 2007 et jusqu'à 2016, voire 2017. Donc, c'est des chiffres, on va dire, de 2017. D'accord? Mais on n'a pas mieux. On n'a pas de chiffres plus récents. Donc, c'est déjà pas mal parce que c'est un énorme travail. Donc, une progression énorme. Donc, entre 2007 et 2016, on a une augmentation de 25% de la consommation de randonnée pédestre. C'est un truc absolument colossal. Il y a, à ma connaissance, et je dis bien c'est à ma connaissance, aucun secteur qui a autant progressé en si peu de temps.
Donc, on va essayer de voir et comprendre un peu quels ont été ces progrès, pourquoi ça a progressé autant et quelles vont être peut-être les perspectives pour l'avenir. OK. Très bien. Tac. Il faut que je passe en dessous. Comment ça marche si je fais ça? Ouais, ça marche, c'est parfait. On va y arriver. OK. Donc, la randonnée pédestre est la première activité sportive pratiquée par les Français. Parmi la liste des différentes activités pratiquées par les Français durant leurs vacances, la randonnée pédestre arrive en 6e position. Notons tout de même que la promenade, entendu, promenade, c'est se balader à pied, faire une petite promenade à pied, et quant à elle, est en première position. Et alors, je vais essayer de descendre doucement pour essayer de voir les chiffres. Voilà. La randonnée pédestre, alors c'est un tableau qui est en milliers de... Si je fais comme ça, c'est mieux peut-être. En milliers d'unités. Donc, il faut rajouter 3 zéros aux chiffres qui sont derrière, qui sont installés là. Donc, en 2007, la randonnée pédestre, 16 645, et vous rajoutez 3 zéros derrière, ça fait 16 millions. Et puis, en 2016, on est passé à 20 millions. D'accord, 21 millions même. D'accord. Et quand on regarde la dernière ligne de ce graphique-là, promenade et balade, donc 61 millions à 63 millions. C'est des chiffres absolument colossaux. Quand vous regardez par rapport au vélo, aller visiter un parc animalier, visiter les marchés, etc. Donc, on est quand même, c'est un secteur qui est extrêmement porteur et qui fonctionne quand même très bien. Voilà, si je perds mes affaires en même temps. Mais excusez-moi. Ouais. Pourtant, dans les textes, ils disent un petit peu l'inverse sur le tourisme en montagne. Comme quoi, elle est en déclin, la randonnée pédestre, dans l'été. Eh bien, jusqu'en 2017, ce n'était pas le cas. Vous allez voir, vous avez toutes les statistiques qui sont là. Ce n'est pas le cas. Alors, ça se stabilise plus ou moins sur la randonnée, les randonnées en montagne, parce que, en fait, si la montagne est toujours privilégiée, on va le voir à la fin, le public s'est diversifié sur la randonnée autre que montagne. Ils vont plus dans les campagnes, sur le littoral, etc., etc. Donc, la randonnée en montagne, elle diminue pas, mais elle se stabilise. Elle bouge quasiment pas. D'accord ? Par contre, le public randonnée, quel que soit le support, lui a augmenté. Mais par contre, il s'est diversifié. Au lieu de faire que de la montagne, parce qu'avant, on allait randonner que en montagne, maintenant, on va randonner à la plage, randonner à la campagne pour aller découvrir les châteaux, etc. Au lieu d'y aller en voiture, on se fait un petit parcours à la marche, etc. Donc, en fait, ça augmente terriblement. OK ? Tac. On passe à la suivante. J'ai gardé cette petite page, en fait, pour la dynamique du marché. Donc, randonnée pédestre est de loin la première activité sportive pratiquée par les Français en vacances. Et celle qui progresse le plus en 10 ans. Donc, ça redit ce que je viens de dire. Pour vous donner un ordre d'idée de chiffres récents qui ont été donnés par le ministère des Sports, c'est qu'on considère qu'en 2019, fin 2019, les chiffres donnaient qu'on avait environ 20 millions de Français qui marchaient quotidiennement et régulièrement. Alors, dans ces chiffres-là, il faut faire un petit peu attention. Ça ne veut pas dire qu'il y a 20 millions de Français qui sont inscrits dans un club de randonnée ou qui font du sport toutes les vacances, qui vont faire de la randonnée en vacances. On compte dans cela ceux qui vont faire leur balade le dimanche avec les enfants dans le parc de Fontainebleau. On va compter ceux qui vont chercher leur pain à pied parce que c'est à plus de 500 mètres de chez eux. Voilà, ceux qui vont au boulot, par exemple, ceux qui vont au travail à pied, tout ça, on considère que c'est des marcheurs réguliers. Et donc, on les a comptabilisés et ça fait environ 20 millions de personnes, ce qui est énorme. En contrepartie, des chiffres de la Fédération française de randonnée pédestre, donc des gens qui sont licenciés, qui ont une licence pour aller dans un club de randonnée. Fin 2019, on était à 230 000. 20 millions de marcheurs, 230 000 licenciés. Il y a de la marge.
il y a de quoi aller, il y a de quoi faire venir du monde. Et encore, je vous dis ces chiffres-là qui sont de fin 2019. Entre-temps, la pandémie est arrivée à fin 2021, là, oui, fin 2021, fin sportive, parce qu'on clôture, la fédération clôture sa saison sportive le 31 août. Donc, fin 2021, août 2021, on a perdu 30 000 licenciés. En gros, hein, je vous donne des chiffres, je ne les donne pas en détail, mais c'est en gros 30 000 licenciés. La pandémie nous a fait, sur 230 000, on a perdu 30 000 licenciés. C'est énorme. C'est colossal. Donc, je ne sais pas comment on va se débrouiller à la fédération pour pouvoir récupérer ces licenciés. La saison 2021-2022 va mal partir aussi, puisque tout est bloqué. Alors, pas en France métropolitaine, mais nous, aux Antilles et en Outre-mer en général, ça ne va pas arranger les choses. OK. Très bien. Ensuite, les chiffres suivants. Clic. Ouais. Vas-y, Mélanie. Là, ce que vous venez de dire, ça doit être général à peu près à tous les soirs. Alors, attends une seconde, Mélanie. Je vais essayer de mettre le parleur un peu plus fort parce qu'il pleut à fond derrière. Là, j'entends plus rien. Alors, où il est le parleur? Je vais parler un peu plus fort aussi de mon côté. Je disais, la pandémie, le fait d'avoir perdu autant de licenciés, ça doit être pareil à peu près sur tous les sports. Oui. Alors, c'est pareil sur tous les sports. C'est même pire sur certains sports. Vous allez le judo. Je connais les chiffres. Je suis en relation avec le comité du judo. C'est catastrophique. Hein. Nous, on perd 30 000 licenciés. Eux, ils ont perdu plus de 50% de leurs licenciés de judo. C'est pire que nous. Il y a des clubs, c'est catastrophique. Alors, tout en apportant une précision, moi qui est un peu formateur au point de vue de basket, ben, par rapport même à ce que la fédération demande pour cette année, c'est-à-dire on passe ceci que ben là, on est carrément en principe, à cette date-là, on a déjà les licenciés. Ben, on ne s'est même pas inscrit pour repartir, parce qu'on a une date aussi pour déposer, pour pouvoir s'engager pour le championnat. Enfin, et là, pour le moment, apparemment, il y avait 4 ou 5 clubs sur une trentaine de clubs. Donc, ouais, mais ça, oui, nous, pour l'année 2021-2022, donc la saison sportive au niveau de la fédération, au niveau de la Guadeloupe, hein, parce que je m'en charge, qui commence normalement en septembre. En septembre, les clubs reprennent leur affiliation et commencent à lancer les licences. On est fin septembre, zéro club, zéro licencié. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va bien voir. Bon, moi, je vous donne les chiffres fin 2021. 2021-2022, c'est une saison sportive qui commence pour nous très mal. Alors, est-ce que ça va partir après? Je l'espère. Mais voilà, ça risque d'empirer sur la saison 2021-2022. Voilà, donc c'est pas, oui, effectivement, Mélanie, c'est pas la seule fédération qui, c'est tous les sports, hein, tous les sports en général. J'ai pas tous les chiffres, je ne sais pas, mais je sais que je pourrais les voir. Si je les retrouve, je demanderai à Jean-Pierre de vous les mettre sur le site. Ouais, je faisais quoi? Voilà, j'étais là. Tac. Ouais, ça c'est fait. Ça c'est nul. Tac. Alors ouais, ça, ce qui peut être pas mal. Tac. Alors, ce qui est intéressant, c'est le graphique qui est juste en dessous. Voilà, des évolutions modérées en termes de saisonnalité au cours des 10 dernières années. Tu vois, les 10 dernières années, là, pour la personne qui me parlait des séjours de randonnée, de la randonnée en montagne, bon là, c'est pas c'est en France métropolitaine tout global, mais le nombre de séjours de randonnée en 2007 et en 2016, c'est quasiment la même chose. Et les saisonnalités, bah, on a le juillet-août qui est vraiment très important. On a novembre-mars qui suit derrière, avec avril-mai-juin, oui, avril-juin. La période où il y a le moins de monde sur les sentiers, eh ben, c'est à l'automne, hein, septembre-octobre. On a des séjours plutôt vides, hein, il n'y a pas grand monde là-dessus. D'accord? Hop. Très bien.
Alors, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la personne. Si la montagne reste la destination privilégiée, la pratique de la randonnée s'est diffusée sur les autres espaces au cours des dernières années. Donc, la montagne est toujours très, très forte, mais il y a les destinations, ce sont quoi, les personnes se sont diffusées sur les autres lieux, à la campagne, à la mer. Donc, c'est vraiment, ça s'est bien diffusé. Et on a diversifié l'offre. Alors ensuite, je passe directement à 62. Tac. Ah merde, c'est pas ça. Voilà, ça c'est mieux. Alors, les profils des randonneurs, ouais. Alors ça, c'est une donnée qui est assez intéressante. Les profils des randonneurs, donc on va avoir 3 grands types de randonneurs. Mais avant ça, on va regarder ça par rapport à la catégorie socio-professionnelle et l'âge. Si on regarde les différentes données que nous disent ça, ils nous disent qu'en général, en France, la moyenne d'âge est sur des personnes qui ont aux alentours de 45 ans, voire moins de 45 ans. C'est la page d'après. Bon, d'accord. Donc, on va prendre d'abord les différentes caractéristiques des socioprofessionnels. Voilà, ça. D'abord, les socioprofessionnels. D'abord, là, les statistiques montrent que, en fait, ceux qui vont randonner le plus, ça va être plutôt des cadres. Alors, est-ce qu'on a, j'ai la statistique là? Et principalement des hommes. Alors ça, c'est une donnée étrange pour nous. Au niveau de la fédération, c'est extrêmement étrange parce que, voilà, si on regarde les randonneurs, 40% de femmes, 60% d'hommes. À la Fédération française de randonnée pédestre, c'est totalement l'inverse. On a plutôt 75% de femmes et le reste d'hommes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, la cible de la fédération n'est pas dans la moyenne statistique des randonneurs français. Donc, ça veut dire que la fédération, elle doit trouver une façon de faire venir les hommes et, parce qu'on n'a pas trouvé… Normalement, les hommes marchent beaucoup et là, dans le cadre fédéral, ce n'est pas le cas. OK, ça… Et je vous parlais tout à l'heure de l'âge. Voilà, l'âge, c'est plutôt des jeunes qui marchent, hein, entre 18 et 45 ans. Voilà. Et ça aussi, pour nous à la fédération, c'est une grande surprise parce qu'au niveau de la fédération, c'est principalement des personnes du troisième âge. On a des personnes de plus de 60-65 ans. En grande majorité. C'est 70% de nos licenciés sont des personnes de plus de 60-65 ans. Donc, la fédération, on va dire, est en dehors du marché. C'est bizarre. Il faut qu'on analyse ça pour comprendre ce qui se passe et comprendre pourquoi dans la population, on ne colle pas à la population. Oui, Thérèse. Moi, je pense que c'est parce que, en fait, arrivé à un certain âge, on a besoin d'être dans un cadre plus sécuritaire du fait on se sent un peu plus faible. Donc, ce qu'on pouvait faire de façon autonome avant, après, on aime bien être dans un cadre où on est pris en charge et s'il arrive quelque chose, etc. Et je pense que c'est pareil, les hommes ont moins peur, en fait, parce que moi, je vois quand on est en randonnée avec des femmes, elles ont souvent peur des serpents. Donc, elles aiment bien avoir autour d'elles un milieu sécurisant, quoi. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, on a le phénomène de convivialité. En fait, à un certain âge, on l'a vu dans les différents publics, à partir d'un certain âge, on vient rechercher la relation humaine.
parce que les enfants sont partis, parce que les petits-enfants sont peut-être un peu loin, et qu'on veut rechercher une convivialité qu'on n'a plus à la maison. Donc, on va au club parce qu'on va retrouver des copains, etc. Et c'est principalement des personnes du troisième âge qui se réunissent pour la convivialité. Voilà, donc c'est un phénomène, c'est les deux phénomènes. Alors, j'ai vu Martinique et Guadeloupe, population vieillissante, ouais, très vieillissante. Hein. Juste pour vous donner une indication, j'ai lu ce matin sur un site d'information que la Guadeloupe était la région française qui était le plus déficitaire en naissance. C'était le département le plus mauvais en taux de naissance. Donc, à cette allure-là, on sera que des vieux en Guadeloupe. Bon, c'est pour la petite histoire. Mais ouais, voilà, la fédération, en fait, passe public, il faut qu'on se rajeunisse quand même, parce que sinon, après, on aura des soucis de licence. OK, donc voilà, alors vous voyez à chaque fois qu'il y a un graphique, il y a le drapeau français, allemand et néerlandais qui vous donne un peu les comparaisons. Ça peut être intéressant. Oui, Nico. Oui, je voulais dire, en fait, est-ce que c'est pas parfois aussi une volonté, je vais pas dire politique, mais que, en fait, quand on est jeune, moi, quand j'étais jeune, on me poussait plus à faire genre du foot, du basket, des sports comme ça, quoi, et que c'est pas vraiment vers ce type de sport qu'on va nous pousser, les sports de nature. Moi, on m'a pas vraiment poussé à faire des sports de nature quand j'étais jeune. C'est vraiment en essayant que j'ai pu, je suis, enfin voilà quoi. Et quand on est plus âgé, je pense que les gens qui viennent faire de la randonnée au niveau fédéral, tout ça, ce sont des gens qui viennent aussi de leur propre, par choix, et puis que c'est aussi, aussi parfois par le bouche à oreille, quelqu'un qui va lui dire, mais tu sais, on peut aller faire une petite marche, ça va nous faire du bien, etc. Mais quand on est jeune, en fait, quand je parle de politique, c'est la politique sportive, quoi. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on va nous inciter à faire les sports qu'on voit à la télé, quoi. Basket, football, qui sont des sports finalement très, très puérils au final. Enfin, je ne vais pas insulter ces sports-là, mais que, voilà, quoi. On ne nous pousse pas à faire des sports de nature, quoi. C'est une question de médiatisation. C'est une question de médiatisation. Les sports sont médiatisés, on se dit tiens, ça me plaît, etc. La randonnée, la médiatisation de la randonnée est assez faible ou quasiment nulle, donc elle n'est pas connue. Ça peut jouer aussi. Et effectivement, il y a le fait de l'entraînement, de la starification du joueur de football, de la starification du joueur de basket ou de hand. Donc les jeunes vont s'identifier à ces stars et ils veulent essayer de leur ressembler. Donc ils vont faire le sport de ces stars. Voilà, c'est un peu le truc là. Donc le défaut de la fédération, si on pourrait essayer de résumer ça, ça serait de dire qu'on ne fait pas assez de promotion, on ne fait pas assez de pub, on n'est pas assez starifié pour que des jeunes puissent y être accédés. Mais c'est difficile de starifier la randonnée. Mais bon, voilà, c'est le truc. Oui, Yvan, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est vrai que je voulais un peu rebondir en disant que c'est vrai que il y a aussi l'éducation, c'est que c'est pas vraiment, ça n'a pas été vraiment à la base de notre éducation. Et au point que pour le public local, des fois on entend souvent alors je veux payer pour que tu puisses m'emmener dans les bois, mais n'importe quoi. On entend souvent cette phrase-là, alors que, bon, depuis cette sorte de Covid et un peu plus avant, on voit ça commence à changer, le discours et bon, avec aussi les médias, les sortes de buzz, que les gens veulent aller partout. Donc, ça commence un peu à changer. Mais à la base, oui, on me dit, ouais, attends, je vais te payer pour que tu puisses m'emmener dans les bras, dans la boue, mais n'importe quoi. Ouais, c'est la statistique qu'on voyait tout à l'heure. Je te donne la parole, hein, Samuel. C'est les statistiques qu'on voyait tout à l'heure en disant finalement les jeunes, ils sont, ou ce que disait Thérèse, les jeunes sont plus indépendants, ils se disent j'ai moins peur, je peux y aller tout seul, alors que à un certain âge, on préfère être rassuré, avoir un encadrement qui va nous donner de toute sécurité. Oui, Samuel. En fait, je voulais un petit peu rebondir sur ce qu'Yvan disait. On a eu des cas de figure parce que j'ai un club de rando, enfin je fais partie d'un club de rando, une association de rando,
Et il s'avérait que tu as des gens qui vont tout le temps sur la Caravelle, en Martinique. Eh ben, on a proposé une fois une rando de nuit à la Caravelle. Ben, je peux te dire qu'il y avait 300 ou 400 personnes. Ça s'était jamais vu. Ça s'était jamais vu à la Caravelle. Et quand les gens sont sortis de là, ils se sont dit, on n'avait jamais vu la Caravelle comme ça de nuit. Ouais. Mais ce qui les avait fait venir aussi, c'est surtout le petit pain au beurre chocolat qu'il y avait derrière. Bonne promotion. C'est la valeur ajoutée, quoi. C'est bonne promotion. Et puis c'est la nouveauté. Voilà. Ils se disent, la Caravelle, je connais, mais je la fais tous les jours, le matin ou 2 fois par semaine, le matin ou la journée. Et là, il y a quelqu'un qui me propose de faire en nocturne. C'est une nouveauté. Ça m'intéresse. Je vais voir ce que ça donne. Et boum. Voilà, c'est des produits nouveaux comme ça. Il va falloir être inventif sur vos produits que vous allez présenter. Et c'est le but de toutes les statistiques que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est de savoir... c'est de savoir quel est en gros, comment est le marché et comment proposer un produit qui va coller au marché, mais faire quelque chose de différent pour pouvoir les attirer. Donc, c'est le but du jeu, hein, de voir un peu toutes ces statistiques. Hein. L'intérêt, c'est que vous voyez un peu comment fonctionne le marché, quel est le marché, métropolitain en tout cas, et se dire, ben voilà, demain je vais être professionnel, quel produit il faut que je mette en place avec les données qu'on m'a données pour pouvoir avoir une chance que ce produit fonctionne. D'accord? Donc c'est un peu tout ça. Je reprends ma petite lecture sur le document où les randonneurs vivant dans les grandes villes sont surreprésentés sur le marché français. C'est-à-dire qu'ils sont en grand nombre sur le marché français. C'est les marcheurs de grandes villes qui prennent une grosse part des marcheurs. Alors, on pourrait se dire, ça se comprend, ils sont enfermés dans 4 murs toute l'année, et donc, quand ils vont en vacances, ils ont envie d'aller prendre de la pleine nature, d'aller prendre le grand air. Donc, c'est possible, c'est une des possibilités que ce marché-là explose. Voilà, les différents profils des randonneurs. Tout à l'heure, j'avais été un peu vite. Et c'est là où ça devient un peu intéressant. On a donc 3 types de randonneurs différents. Les voilà représentés. Hop, le randonneur sportif qui randonne souvent et qui fait plus de 4 heures de marche par jour. Le randonneur hédoniste, c'est le randonneur découverte qui va aller découvrir la nature, qui va aller découvrir des monuments, qui marche un peu quand même, il fait moins de 4 heures de marche par jour, mais il a un objectif de découverte, d'accord? Et puis le randonneur détente, c'est toujours moins de 4 heures par jour, et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire de la balade, aller découvrir des petits paysages, et puis retrouver son confort. On va regarder un peu en détail qu'est-ce qui caractérise un peu ces 3 types de randonneurs. Ce qui est intéressant, c'est ça. Voilà, les répartitions des randonneurs par segment. Donc, les sportifs en France, c'est 48%, la détente, 26%, et les hédonistes, 26%. Alors, on peut s'amuser à regarder les randonneurs allemands et les randonneurs néerlandais, où les Néerlandais ne sont pas du tout sportifs, ils sont plutôt détente et hédonistes. Voilà. Les Français seraient un peu plus sportifs que les Allemands. Bon, c'est quand même très léger. Hein. Les statistiques sont très, très légères. OK. Alors, ensuite... Tac. Ah, j'étais un peu vite. Voilà, ça... La motivation des 3 marchés. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors là, encore, je vais trop vite dans mes affaires. Les randonneurs cherchent avant tout le contact avec la nature, le plaisir et bienfaits qu'elle procure, et mettent en avant des motivations essentiellement hédonistes. Okay. D'accord, donc ils veulent vraiment découvrir. Ensemble, ils veulent découvrir. Alors ça, c'est la page suivante. Alors là, ce petit carré qui est assez intéressant. Les motivations des randonneurs.
le contact avec la nature, la détente, donc ça veut dire jouir du calme, se déconnecter, un sentiment de liberté, la beauté des paysages, etc. Ils veulent de la découverte de sites historiques, culturels, gastronomiques. C'est pour les randonneurs hédonistes ou bien pour tous les randonneurs en général? Tous les randonneurs en général. Tous les randonneurs. Hein. En gros, que tu interroges un sportif, un hédoniste ou comment on appelle ça, un randonneur, comme on l'a vu tout à l'heure, de détente. En gros, c'est tous ces thèmes-là. Alors, sur ce, le sportif, il va préférer des trucs un peu plus rustiques. Si tout ça, c'est dedans, ils ont des affinités. D'accord? Ça, c'est ce qu'un randonneur moyen va chercher. Bien-être, santé, donc, une activité souple, douce, rester en bonne forme physique, des retrouvailles, des partages, donc être ensemble, avoir de la cohésion, faire des souvenirs, un partage de photos, etc., plaisir, être ensemble. OK? Alors, les critères de choix selon... Ah ouais, ça c'est... Page 86. Tac. Tac. Là, il y a une petite phrase intéressante, me semble-t-il. Ouais, alors ça... Les sportifs se concentrent sur le contenu de la randonnée pédestre. Pour eux, la diversité de l'offre de sentiers de randonnée est plus importante que pour les autres segments. Hein, c'est pour le randonneur sportif. Lui, ce qu'il veut, c'est une grande diversité de randonnées. D'accord? Alors, il y a un petit texte, ils ont interrogé quelqu'un. Là. Je ne trouve guère intéressant le fait de passer 10 jours au même endroit pour y voir le même type de paysage. D'accord? Ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'on a souvent dans les randonneurs sportifs des randonneurs qui font de l'itinérance. Ils aiment l'itinérance, d'accord? C'est eux qui sont les publics d'itinérance parce qu'ils passent d'un milieu à un autre. Un coup, ils sont à la montagne, après, ils vont descendre dans la vallée, puis après, ils vont remonter dans la montagne, puis après, ils vont être sur du littoral. Donc voilà, ça, ils cherchent ça. Alors, pour le randonneur hédoniste, c'est sur votre page. Voilà, tac. Alors, ce qu'il cherche, c'est la recherche du confort et qui va se traduire par un choix de l'hébergement. En fait, ce n'est pas forcément les itinéraires qui l'intéressent, l'hédoniste. C'est lui, il veut qu'à la fin de la journée, comme il aura bien marché, il sera bien fatigué, il veut que le soir, il ait un bon petit gîte, un beau petit hôtel, bien confortable pour bien se reposer. Contrairement au sportif qui, lui, c'est pas grave, il prendra sa tente, son sac de couchage, il roulera par terre et puis il repartira le lendemain. D'accord ? Donc, pour ces randonneurs, l'hébergement et la restauration, c'est vraiment une occasion de partager et d'une récompense après l'effort. Donc, ils veulent bien faire un petit peu d'effort. Ils veulent bien aller découvrir la chapelle du coin, aller découvrir le paysage magnifique du truc, mais à la fin de la journée, il faut qu'ils puissent se reposer, vraiment confortablement. À l'heure actuelle, c'est le public qui est en plein boost. Vous connaissez tous les GR, j'espère, en tout cas, les sentiers de grande randonnée, d'accord ? Où c'était réservé plus ou moins pour une élite, c'est-à-dire qu'ils partaient, marchaient toute la journée, ils arrivaient parfois dans des gîtes, parfois ils montaient leur tente, ils partaient plusieurs semaines, etc. Et puis ils cravachaient pendant une semaine, 10 jours, voire plus pour certains GR. Actuellement, au niveau de la fédération, vu le changement de public qui s'opère sur les sentiers de randonnée, on est en train de réaliser plus des GR comme on les appelait comme ça, mais maintenant on va les appeler des GR pays. C'est-à-dire qu'un GR, normalement, il part d'un pays, il peut traverser différents pays, traverser différentes régions. Par exemple, je ne sais pas, les chemins de Compostelle que vous connaissez tous. Vous pouvez le prendre au départ de la Belgique, traverser toute la France, et puis on passe en Espagne, etc. Donc c'est vraiment un truc énorme. Maintenant,
Ce type de randonneur-là, alors il existe toujours, mais il est en perte de vitesse. Et ce que les gens veulent, c'est exactement ce qui a marqué là, c'est de faire de l'itinérance, oui, mais qu'à la fin de leur itinérance, ils aient un confort, ils aient des gîtes confortables avec un jacuzzi, voire une piscine, etc. Que le restaurant soit pas très loin et que ce soit un restaurant de qualité. Ils ne veulent pas manger de sandwich le soir, ils veulent bien manger un sandwich le midi parce qu'ils sont en randonnée, mais le soir, il faut qu'ils aient un bon repas, qu'il soit correct, qu'il soit vraiment de haute qualité. Ils veulent même plus porter leur bagage. Il faut que le matin, quand ils partent de leur hébergement, on a quelqu'un peut-être, je n'ai pas regardé le reportage, mais c'est tout à fait possible. Ils veulent qu'il y ait une voiture qui vienne chercher leur bagage dans leur hébergement. Ils marchent toute la journée. Ils arrivent dans l'hébergement du soir, qui n'est pas le même que celui du matin, et que leur bagage les y attendent. C'est ça maintenant le nouveau public. Donc, ils sont capables d'efforts, ils sont capables de faire de grandes randonnées. Et maintenant, mais ce qu'ils veulent, c'est du confort à l'arrivée. Donc ça, c'est un marché en plein développement. Et donc, nous, sur le territoire de la Guadeloupe, on regarde ça de très près. On est en train de négocier, essayer de voir avec les différents comités d'agglomération, et on verra pourquoi les comités d'agglomération tout à l'heure. On essaie de développer ces différents trucs-là. Parce que ça, c'est vraiment un marché qui rapporte de l'argent. Qui rapporte de l'argent parce que le gars, il dépense de l'argent dans les gîtes, il dépense de l'argent dans les restaurants, il dépense de l'argent dans des gens qui viennent, prennent leur bagage et qui le déposent et qui s'occupent d'eux, en fait. Donc là, il y a vraiment un gros marché à prendre. Pour le randonneur détente, oups, j'étais trop vite. Le randonneur détente, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est la petite phrase qui dit « Nous apprécions la diversité de l'offre des activités annexes. » C'est-à-dire qu'ils veulent bien marcher, mais le lendemain qu'ils ont fait leur marche, pour eux qui est largement suffisante, ils veulent pouvoir aller faire de la plongée sous-marine. Ils veulent pouvoir aller voir le zoo qui est à côté, ou aller visiter l'usine de Rome qui est pas loin. D'accord ? Donc eux, c'est pas seulement la randonnée, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une diversité d'offres à côté. D'accord ? Ils veulent pouvoir faire du paddle le soir, marcher de la randonnée, faire une randonnée le matin, par exemple, et l'après-midi aller à la plage et faire un peu de paddle. Bon, je vous dis des trucs comme ça, ce qui me vient à la tête, mais voilà, ils veulent des activités autres que la randonnée. C'est ça qui les intéresse. Ils aiment, voilà, ils le disent très bien, car nous aimons faire autre chose, surtout quand les enfants les accompagnent. Bon. Donc ça peut être aussi très intéressant à mettre dans vos comment on appelle ça, dans vos procédés, dans ce que vous allez mettre. Si vous faites des randonnées le matin, et ben que l'après-midi, là où ils vont, quand vous finissez votre randonnée, moi c'est un truc que je fais systématiquement parce que je fais beaucoup de randonnées en matinée. On termine vers 11h, 11h30 pour que les gens, soit ils rentrent chez eux pour manger, soit moi je leur indique le petit restaurant du coin qui est assez sympa, qu'on ne voit pas forcément sur les guides. Et je leur dis, vous avez comme activité à côté, vous avez la plage qui n'est pas loin, vous avez la visite du musée machin qui n'est pas loin, etc., etc. À la fin de ma randonnée, je leur donne la possibilité de continuer leur activité de la journée pour qu'ils puissent, des trucs qu'ils n'auraient pas pensé, ils ne savaient pas trop quoi faire l'après-midi. Au lieu de rentrer à l'hôtel ou de rentrer dans le gîte et de rien faire, ils vont encore dépenser un peu de sous dans le musée qui est à côté parce qu'ils n'y avaient pas pensé, ou aller sur la plage pour se détendre. Bref, je leur donne des idées. Ils font pas. Mais ça, c'est essayer de penser à l'activité globale du lieu où vous êtes. Plus il y aura d'activités, plus il y aura de gens qui gagneront de l'argent, plus vous aurez de personnes qui viendront. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, effectivement, on vous parle de randonnée en permanence actuellement, mais vous êtes qu'un segment, qu'un maillon de la chaîne. Et si vous voulez que le client vienne, il faut qu'il soit satisfait non seulement par vous, mais il faut qu'il soit satisfait aussi par le restaurant, par le gîte, par le musée, par l'avion qui les emmène, etc., etc. C'est un tout. Et donc, vous êtes ce maillon-là, et vous devez essayer de faire fonctionner toute la chaîne. D'accord ? S'il y a un maillon qui pète, ça ne marche plus très bien.
Les randonneurs hédonistes et les randonneurs détente sont beaucoup plus attachés à l'aspect sécurité que les sportifs. C'est compréhensible. Eux, ils veulent des sentiers super bien balisés. Le randonneur sportif, lui, il sait manier son GPS. On lui donne le format GPX de la randonnée, et puis il va le faire tout seul, il va faire son machin. Et puis, il tient bien debout, normalement, il n'a pas peur de se casser la figure. D'accord? Ensuite, quelles sont les données intéressantes? Il est déjà 9 heures. Alors, ding, 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 ding. Page 98. 98, c'est ça. Ouais, alors ça peut être intéressant aussi. La majorité des séjours, donc la majorité des séjours où il y a de la randonnée dedans, c'est des 7 nuits maximum pour les Français. Et c'est un petit peu plus long pour les Néerlandais. Alors, il y a un graphique juste en dessous. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu l'intérêt de ce truc-là. C'est très vérifié sur nous aux Antilles, en tout cas, hein, pour la Guadeloupe, et je suppose que c'est la même chose pour la Martinique. Je connais moins bien le dossier martiniquais, mais en général, hors Covid, les gens viennent pour 7-8 jours. Hein. Ils arrivent le samedi, ils repartent le samedi. Voilà. Et sur ce, ça change progressivement. Quand on regardait, j'avais les données du comité du tourisme en Guadeloupe. Très progressivement, les séjours se rallongent. Ces dernières années, on arrivait plutôt sur du 9-10 jours. Ça se rallonge un petit peu. Bon. Très bien. Hop. Les randonneurs allemands et néerlandais privilégient les hôtels. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, que nous, notre marché français, parce que sur les Antilles, on est principalement un marché français, tous ceux qui est chambre d'hôte, gîte, camping pour la Martinique, parce que la Martinique, ils ont quelques campings, alors qu'en Guadeloupe, on n'en a pas. Voilà, ça fonctionne bien. C'est pour ça que nos grandes chaînes d'hôtels, depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, se cassent magistralement la gueule parce que le public français abandonne les hôtels pour pouvoir se mettre dans des gîtes, etc. Nous, toutes les grandes chaînes d'hôtels sont en train de fermer les unes après les autres. Ça ne fonctionne pas du tout ou très mal. Autre donnée intéressante, c'est ça. La voiture est le premier mode de transport pour les randonneurs des trois marchés. La voiture représente le premier mode de transport et est utilisé par 8 Français sur 10. Voilà, ce qui est moins le cas pour les Allemands et les Néerlandais, au profit notamment de l'avion et du train. Alors, cette donnée-là, il faut vraiment mettre on va mettre des guillemets à ça, parce que le randonneur allemand ou néerlandais, ils ne veulent pas randonner chez eux, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est aller randonner à l'étranger. Donc, comme ils veulent aller à l'étranger, ils sont quasiment obligés de prendre soit le train, soit l'avion pour y aller. Donc, voilà, c'est vraiment très, très typique. Nous, le randonneur français reste assez sur son territoire parce qu'on a des paysages extrêmement variés, bien plus qu'en Allemagne et que là-bas. Donc, voilà, donc nous, on reste sur notre territoire, on utilise plus la voiture. Voilà. Donc, c'est des données qu'il faut prendre avec comme elles sont, pas forcément très intéressantes. Ah, par contre, le dossier suivant est bien plus intéressant. Je me remets là et je fais description des randonnées sur les trois marchés. Ça, c'est intéressant et surtout le truc derrière. Donc, les Français se caractérisent par une pratique assidue et exigeante. Ils en font souvent, régulièrement, et ils n'hésitent pas à faire quelque chose de dur. Voilà. Alors là, on a le tableau des trois
pays avec la différentes pratiques. Donc en France, 61% des Français randonnent chaque jour, contrairement à 51% pour l'Allemagne et les Néerlandais. La distance, bon, 13 km 3, 12 km 7, 11 km 3, bon, ouais, c'est très équivalent quand même, hein, il n'y a pas grand-chose. Randonnée itinérante, ça c'est intéressant comme chiffre, 19% pour les Français, 15% pour les Allemands et 11% pour les Néerlandais. C'est ce que je vous disais. Et ça, c'est un chiffre en très grosse progression. Très, très grosse progression. On fait des progressions de 4 à 5% par an. C'est vraiment très, très important. Donc, si vous aimez bivouaquer, si vous aimez faire des choses comme ça, si vous avez possibilité sur votre territoire de proposer des circuits en itinérance, mettez-vous sur le marché. Vous allez avoir du monde très rapidement. La difficulté de la randonnée, les Français aiment bien la difficulté puisqu'ils sont 52% à préférer des difficultés un petit peu plus ardues. Alors, la difficulté moyenne, là, il marque sur le tableau, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est 600 à 1000 mètres pour les difficultés ardues. Pour ce qui est en vert, c'est moins de 600 mètres. Voilà, donc on est plutôt intéressé là-dessus. Et ça, c'est une donnée très importante et qui nous embête, nous, en tant qu'accompagnateurs en montagne, c'est le type de randonnée. 80% des randonneurs français randonnent en liberté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin d'accompagnateurs en montagne. Ils prennent leur GPS, ils prennent leur petit livret descriptif et ils vont randonner tout seuls. Pareil pour les Allemands et moins important pour les Néerlandais. Donc là, nous, on a un gros travail à faire. Il va falloir faire de la pub, attirer la valeur ajoutée de nos randonnées. C'est-à-dire que quand ils randonnent tout seuls, voilà, ils suivent le chemin, ils suivent les indications, et puis point barre. Nous, on a une valeur ajoutée. On ajoute de la valeur à la randonnée. Et ça, on en fait une mauvaise promotion. On est nul sur ce truc-là. Il va falloir vraiment qu'on progresse si on veut grignoter des parts de marché dans ces randonneurs. D'accord ? Il faut vraiment qu'on puisse vendre notre valeur ajoutée. Je prends un exemple sur la Guadeloupe, qui est notre marché numéro 1, c'est monter à la Soufrière. 80% des randonnées payantes se font sur le sommet de la Soufrière. Cependant, on a une part de marché sur tous les randonneurs qui montent la Soufrière qui doit être de l'ordre de 5 à 10%. Seulement 5 à 10% de ceux qui montent à la Soufrière prennent des accompagnateurs en montagne ou autres, parce qu'il y en a qui se font payer alors qu'ils ne sont pas accompagnateurs en montagne, pour monter à la Soufrière. Donc, on a du travail pour récupérer toute cette clientèle qui nous échappe. Okay. Ça, c'est une donnée importante. Alors ensuite, on va directement à 122. Satisfaction des attentes des randonneurs ayant réalisé un séjour en France. Dans l'ensemble, la satisfaction est au rendez-vous. Donc là, en fait, ils ont mis entre guillemets le résumé de tout ce qu'on peut voir. Dans l'ensemble, ils sont satisfaits, mais on peut optimiser en matière d'information et de services pour mieux répondre à une clientèle. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail, et ça, c'est très important. C'est valable aussi pour nous sur les Antilles, en tout cas. Donc, les motifs de satisfaction, donc ce qui est les points positifs, on va dire, d'accord. Donc, c'est la satisfaction de trouver des paysages préservés, des paysages inédits qu'on voit rarement, on est presque tout seul, d'accord. Ça, tout le monde est bien d'accord, hein, ça, ils sont d'accord. Et les randonneurs sportifs mettent en avant l'accomplissement de la randonnée et la fierté induite par la réussite de leur randonnée. D'accord ? C'est-à-dire qu'un randonneur sportif… Ah, non, que tu fais. Excusez-moi.
J'arrive, je reviens tout de suite. J'ai la visite du chien de Jean-Pierre. Voilà. Donc, oui, il va s'installer dans un coin, il va rester sage. Voilà. Ouais, les randonneurs sportifs, je reviens sur mes randonneurs sportifs. On prend ça, c'est très très vrai, nous, sur des GR, par exemple, le GR de Guadeloupe, le GR G1 de Guadeloupe, qui est un truc extrêmement sportif. C'est du très haut de gamme, c'est pour les sportifs de haut niveau, on va dire. Ceux qui le réussissent, ceux qui arrivent au bout, ils ont une satisfaction énorme et ils en font une publicité terrible. Ça nous porte presque préjudice parce que c'est un sentier chez nous qui est extrêmement entretenu. Les départements ne font pas son boulot de ce côté-là et ça nous pose un gros problème de sécurité sur ce sentier-là. On pourrait avoir des grosses retombées économiques là-dessus, mais bon, ils n'ont pas pris l'importance de l'apport économique que peut faire ce sentier-là, et donc ils n'y mettent pas les moyens, et donc on perd une grosse clientèle parce que c'est extrêmement sportif, extrêmement dangereux à certains endroits, et on ne peut pas y envoyer une clientèle comme ça. Voilà. Pour les randonneurs hédonistes, la satisfaction repose sur la convivialité et le confort des étapes. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et pour le randonneur détente, c'est sur des séjours avec une grande diversité. On est plein d'activités autres, annexes à faire. Ça, c'est important. Et ils le trouvent en France, en général, ils trouvent ça bien. Ils le trouvent. Les motifs d'insatisfaction. Et ça, il faut savoir regarder le côté négatif de la chose pour pouvoir le faire progresser et l'améliorer. Les randonneurs ayant séjourné en France expriment leur mécontentement sur la difficulté de la randonnée elle-même. Exigence du parcours, difficulté d'orientation, d'accord. Ils ont un mauvais balisage, on va dire, balisage insatisfait, parce qu'ils randonnent tout seuls, ils ne sont pas accompagnés. Donc, on leur a donné une carte très sommaire qu'on trouve à l'Office du tourisme, où tu as un gros trait qui circule à travers une page qui est plus ou moins verte, etc. Donc, ils trouvent bien le point de départ, et encore quand ils le trouvent. Et puis après, comme le balisage est mauvais, ils ont peur, ils n'osent pas y aller, mauvaise orientation, et puis voilà, il y a des difficultés qu'ils n'avaient pas prévues. Ces difficultés qu'ils n'avaient pas prévues, elles sont dues à l'insatisfaction de trouver des informations sur la randonnée. Il n'y a pas assez d'informations qui sont données sur les randonnées. Quelle est la degré de la difficulté? Est-ce qu'il y a du dénivelé? Est-ce qu'il y a des traversées de rivières? Est-ce qu'il y a des jolis paysages ou pas? Est-ce que c'est un aller-retour ou c'est une boucle, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont pas, où on ne trouve pas ces informations, où les gens n'arrivent pas à les trouver. Et comment on appelle ça? Oui, ce serait bien, je lis en même temps les petits commentaires qui sont en dessous. Ça serait le but de venir prendre un guide pour pouvoir ne pas se paumer, comme ça ils n'ont plus de problème. Moi, je vous parle de la randonnée en général. D'accord? Après, voilà, c'est chose. Sauf que si vous voulez vendre votre produit, parce que je vois vos commentaires, voilà, il faut qu'ils viennent vous trouver. Faut-il encore qu'ils trouvent où vous trouvez? Nous, en Guadeloupe, par exemple, on a beaucoup de problèmes. Oui, Mélanie? Eh bien, justement, la plupart vont dans les offices de tourisme, les mairies, etc. Pourquoi ne pas avoir un référentiel, en fait, dans les offices de tourisme avec le nom des guides, des accompagnateurs montagne? Exactement. Alors, on va en parler à la fin. Ça va être un peu ma conclusion tout à l'heure. Mais bon, puisqu'on en parle, j'y vais. Je lance le sujet. La grosse problématique pour les Antilles, ce qui n'est pas trop le cas en France métropolitaine, c'est de travailler en groupe, de travailler en commun.
C'est-à-dire qu'il faut qu'en Martinique et en Guadeloupe, on réalise une sorte de bureau des guides, ce qui existe beaucoup dans les massifs métropolitains, où tous les accompagnateurs en montagne, les guides sont référencés. Ils ont même leur petit prospectus où ils ont même les produits qu'ils vendent. Et les personnes y vont. Ce n'est pas du tout le cas aux Antilles. Il n'y a pas ça. Ou alors, s'il y a en théorique, c'est mal informé. Et le pire, c'est que les offices du tourisme, comme tu dis, ils ne sont pas formés du tout à ça. C'est une petite dame ou un petit monsieur qui est derrière son guichet, qui a été posé là par la comité d'agglo ou la mairie du coin. C'est la cousine du maire ou le beau-frère du technicien. Il n'y connaît absolument rien et ils n'ont pas été formés du tout pour ça. Alors, je vois utiliser les réseaux sociaux. Oui, c'est très bien. Effectivement, ça marche très fort. Mais là encore, pour les réseaux sociaux, il faut se regrouper pour avoir une adresse. Et dans cette adresse, quand il l'ouvre, vous avez toutes les propositions. Parce que si toi, je vois des noms là qui sont sous mes yeux, qui sont Ludo à son site ou son Facebook, Yvan à son site, son Facebook, Mélanie pareil à son truc. C'est dispatché et les gens ne s'y retrouvent pas. Il faut se regrouper pour que la personne qui vient de métropole et qui va y aller en Martinique, quand il clique sur Google randonnée en Guadeloupe, ça soit un site groupé où tous les accompagnateurs, ou du moins un maximum d'accompagnateurs en montagne, soient regroupés sur ce site, et que sur ce site, Mélanie, elle vend ses produits, que Yvan vend ses produits, que Ludo vend ses produits, et que voilà, vous êtes tous regroupés sur un seul site et vous vendez vos produits. Oui, Samuel. Alors, je viens abonder un petit peu ce que tu viens de dire parce que je suis très très bien placé pour le voir, travailler dans une collectivité, donc une mairie. C'est vrai qu'au niveau en fait, ils appellent plus ça des offices de tourisme, mais ce sont des bureaux d'information touristique, des BIT. Ils sont pas formés du tout à ça. Mais le reproche que je pourrais faire aussi, c'est que même si tu as une instance commune qui regroupe toutes ces personnes-là, si un peu plus haut le travail n'est pas fait, ça servira à rien, quoi. Tu vas te débattre inutilement parce que tout ce qui est CMT, s'ils font pas le boulot pour mettre en avant justement les guides et les animateurs par le biais de leur site, ça ne marchera pas. Si les collectivités et les agglomérations aussi ne font pas le boulot de relayer aussi cette information-là, en fait, c'est tous les acteurs de ce milieu qui doivent se mettre ensemble et parler d'une même voix. Oui, alors je réponds tout de suite et je donne la main à Ludo juste après. Effectivement, après, l'association qui aura regroupé tous ces accompagnateurs en montagne doit absolument nouer des partenaires avec les partenaires institutionnels et touristiques. Je vais prendre l'exemple de la Guadeloupe parce que nous sommes en train de créer ça. Nous sommes en train de le créer. Ça fait... Depuis 2013, on a créé avec des collègues une association de regroupement d'accompagnateurs en montagne. Tu me diras, 2013, 2021, vous êtes toujours pas? Ben non, parce que c'est long. Regrouper des professionnels, c'est vraiment compliqué parce qu'on a chacun le caractère et d'apprendre à travailler ensemble, c'est très difficile, c'est très long. Mais voilà, au mois de novembre, normalement, si tout se passe bien, on va créer un site où un certain nombre d'entre nous vont pouvoir mettre chacun notre entité avec nos produits, etc. Ça sera sur un même site. Et en même temps, pour que ce site soit vu, comme tu le disais, Samuel, on est en train de nouer des partenariats avec le Parc national, avec la Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, avec l'Office national des forêts, avec le département, etc., pour qu'on soit référencé sur leurs différents sites, pour que quand un randonneur clique sur le Parc national et veulent faire une randonnée, il puisse voir que pour trouver un guide, il a un site où il peut se retrouver. Et le but du jeu, c'est de dispatcher notre vue, effectivement, le plus possible pour qu'on ait un maximum de retombées.
On y croit beaucoup et je pense que c'est une obligation. Et ce qu'il va falloir, on va le voir là dans les minutes qui suivent, là, en finissant la projection que je suis en train de vous faire, il faut absolument que les offices du tourisme soient formés. Il faut arrêter de mettre des rigolos derrière le comptoir. Il faut qu'un touriste vienne à l'office du tourisme, quand quelqu'un lui demande où est-ce qu'est le restaurant de machin, le gars lui dise j'en sais rien, regardez les prospectifs qui sont par terre. Non, il faut arrêter ça. Il faut que les gens qui sont derrière les comptoirs soient formés, on leur apprenne quelles sont les différentes distilleries qu'il y a en Martinique, où est-ce qu'elles se trouvent, quelles sont les heures d'ouverture, où on peut trouver des clubs de plongée, etc. Où est-ce qu'on trouve des clubs des clubs de randonnée, où est-ce qu'on trouve des professionnels de randonnée. Il faut arrêter ces gens-là qui sont derrière les comptoirs, ils ne font absolument rien, ils regardent les prospectus et ils distribuent des prospectus. Ça ne s'arrête pas là, un agent d'office du tourisme. Non, c'est pas ça. D'autant plus que comme c'est de la compétence des communautés de communes, ce sont des gens qui sont placés par les communautés de communes. Qui sont payés par les communautés de communes en plus. Voilà, Encore, là, à mon avis, ça va faire peut-être quelques progrès parce qu'avant, ça dépendait des mairies. Et alors, le mairie, c'était le cousin, c'était le beau-frère, c'était le machin. Alors maintenant, avec les comités d'agglo, ça va être peut-être un peu plus performant, j'en sais rien. Mais voilà, il faut former ces gens-là. C'est très important. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait manque d'information, c'était ce qu'on voilà. Restauration limitée et de qualité jugée plutôt moyenne. Donc effectivement, même nous en Guadeloupe, on s'aperçoit que on a eu pendant des années, ça fait beaucoup de progrès, mais des années, l'accueil dans les restaurants était déplorable. Et on avait l'impression que les clients venaient gêner les gens. Je vois parler anglais. Voilà, si on pouvait avoir des gens qui pouvaient parler anglais derrière les comptoirs, c'est vrai, ça, c'est très important. Anglais et allemand, c'est vraiment. Déficit d'accueil, voilà, ça fait partie de l'accueil. Un déficit on ne trouve pas dans les offices de tourisme, on ne trouve pas des gens qui sont compétents. Et ça, c'est un problème. Il va falloir changer ça et assez rapidement, à mon avis, si on veut évoluer. Alors ça évolue, mais vraiment très doucement. Très doucement. Alors ça, c'est les critiques qu'on fait sont valables, vous voyez, elles sont valables nationalement, mais chez nous, aux Antilles, c'est exacerbé. C'est vraiment, c'est multiplié par 10, ce truc-là. Alors ensuite, quelle heure il est que je ne perds pas mon fil de temps? Ouais, déjà. Tac. Tu veux sortir? Ah, attendez, je fais sortir le chien. Hop, allez, va vite. Je parle trop et je ne m'occupe pas assez de lui, il n'est pas content. Bon, perception des faiblesses de la destination France. On en a vu une partie, on vient de voir ce que c'est. Donc, un déficit, en résumé, c'est vraiment un déficit de notoriété. Ouais, Ludo, vas-y. Ludo. Non, mauvaise manière. Après, vous avez dit tout ce que… Mais pour revenir à ce que vous disiez, ouais. Et après, toutes les offices du tourisme, elles ferment en fait. Dans le Nord, il n'y en a plus. Tout est centralisé à la base. Oui, alors aux Antilles, effectivement, je ne sais pas comment ça se passe trop en France, mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les offices de tourisme dépendaient des mairies et maintenant la compétence est passée au comité d'agglo. Donc, normalement, c'est les comités d'agglo qui doivent mettre en place dans chaque commune un bureau d'office de tourisme pour pouvoir dispatcher ce truc-là. C'est très nettement pas leur priorité. Là encore, je ne comprends pas trop parce que qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre sous les Antilles que du produit touristique? C'est pas en vendant notre sucre, on n'arrive pas à l'exporter ou très peu. Le rhum, oui, bon, d'accord, mais bon, c'est pas ça et les bananes, mais c'est pas ça qui fait vivre et rentrer des devises sur nos marchés. Le tourisme est pour nous une priorité. Je ne comprends pas que les autorités ne se mettent pas en place. Je me suis mis en colère il y a 2 jours dans une vidéoconférence avec la comité d'agglo du Nord Grande Terre. On faisait une visioconférence.
je me suis mis en colère. On est en train, depuis 2011, la comité d'agglo, alors ça s'appelait pas la comité d'agglo, ça s'appelait la comité de communes à l'époque, avait mis le souhait de réaliser un GRPI, donc un itinérance avec arrivée à chaque fois dans des villes et non pas nulle part pour pouvoir faire vivre tout ça. Nous sommes en 2021, ils ont déjà dépensé je ne sais pas combien de millions pour des bureaux d'études à la con, parce que tous les 2 ans, ils nous refont un bureau d'études qui va étudier le marché, et on n'aboutit à rien. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est discutable, mais les politiques n'ont pas pris la mesure et l'importance du truc, et ça, c'est un problème. Et sans politique, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Et ça, c'est secouer des politiques. Croyez-moi, moi, ça fait 26 ans que j'essaye de faire ça et j'y arrive pas. Ouais, respire, Stéphane, merci. C'est vrai. C'est un sujet qui m'énerve. Je me mets vraiment dans des colères noires pour ça. Être aussi borné et stupide, ça m'énerve. Perception des faiblesses de la destination France. Problème de notoriété, ça on est d'accord. Ensuite, on y parle aussi du prix, les problèmes de prix. Je trouve que c'est un peu cher, hein, nos restaurants et nos hébergements sont un peu chers. Et encore, les Suisses, ils disent se faire conseiller, c'est bien plus facile de se faire conseiller en Suisse qu'en France. En France, c'est compliqué. Et il y a une petite phrase à la fin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là. Les Français sont très français. Bon, hein. Bah oui, on est français, quoi, et puis fiers de l'être, quoi, quelque part. Il faut... Ah, c'est notre truc. Bon. À retenir, il y a cette phrase à la fin, là. Ils expriment certaines attentes en matière d'information, de services, d'accueil et de confort. Information, service et confort. OK? Ça, c'est vraiment très important. Quelques pistes d'action. Il propose quelques pistes pour nous améliorer. Alors, c'est page 138. Hop. Tac, 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 tac. Tac. Alors, on va passer directement à la page d'à côté. Prérequis, être irréprochable sur la qualité et la sécurité du réseau des sentiers. Et là, croyez-moi aussi, ça fait 26 ans que je me bataille là-dessus. Nous, en Guadeloupe, la sécurité du réseau sentier et la qualité dépend du département, comme partout en France, mais c'est l'Office national qui a la charge de l'entretien, etc. Et ben, on pleure notre misère. On pleure notre misère parce que le travail n'est pas fait, mal fait, difficilement fait. Voilà. Oui, Mélanie. Ben, ici, c'est pareil, hein, même sur des sentiers qui sont très régulièrement utilisés. Là, moi, je pense au canal des Esclaves, hein, qui est quand même une randonnée phare en Martinique, hein, qui est sur tous les guides et qui, depuis, je pense, 2 ans, est fermée par arrêté, mais que tout le monde y va, tout le monde continue d'y aller, tout simplement parce qu'ils ont clairement la flemme, en fait, de nettoyer le sentier. J'ai une copine qui habite au pied du canal et elle trouve ça inacceptable. Elle fait remonter ça aux politiques depuis des mois et rien n'est fait. Rien n'est fait. On a encore un problème politique, c'est parce que c'est géré par les politiques. On a le même problème en Guadeloupe. Il y a quelques années, la Guadeloupe a fait une grosse promotion sur la destination nature de la Guadeloupe. Venez découvrir la nature. Ils mettaient des photos en 4x3 ou des vidéos sur les télévisions avec la chute du Carbet numéro 2. On ne peut pas y aller. Le seau d'eau de Matouba, on ne peut pas y aller. Le seau d'eau de la Lézarde, on ne peut pas y aller. Pourquoi vous les montrez? C'est interdit. On a des arrêtés préfectoraux, municipaux pour y aller. On ne peut pas y aller. Pourquoi vous les montrez? Donc, soit vous les montrez et vous faites les travaux pour qu'on puisse y aller, soit vous arrêtez. C'est aberrant. C'est du grand n'importe quoi.
Donc voilà, on a des problèmes politiques. Encore, c'est la politique, c'est politique. Et donc, faire bouger les politiques, pour ceux qui ont des amis politiques et qui savent faire jouer ça, ben, allez-y, hein, parce qu'on a besoin de vous. Hein. Besoin de tout ça. Donc voilà, le problème de la qualité de nos sentiers, ça c'est vraiment très très important. Le reste, c'est moins important, ça nous concerne un peu moins, c'est plus sur les gîtes et les restaurants, etc. Sur la qualité de ce qu'on peut voir. Tac, tac, tac. J'ai perdu. Ah, allô, allô, ça y est, tout le monde est rebranché. C'est revenu. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on est là. Bon, oui, ça a bien tenu aujourd'hui parce qu'on a essayé de changer, on s'est branché, voilà, on a changé les branchements pour essayer d'être un peu plus performant. Donc, c'est pas encore 100%, mais ça marche pas mal, ça marche mieux. Zut, c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais. Ce qui est important, donc pour la promotion, promouvoir comme outil de répartition et des flux touristiques. Ça, ce qui est important aussi, c'est que les touristes, ils viennent quasiment tous au même endroit. Ils ont vu à la télévision, ils ont vu dans les prospectus la chute, machin, et donc ils y vont. Par exemple, je vous le disais tout à l'heure, nous en Guadeloupe, c'est la soufrière. Si tu viens en Guadeloupe et que tu ne fais pas la soufrière, tu n'es pas venu en Guadeloupe, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Donc c'est très bien de faire la soufrière. Mais le problème, c'est qu'on a un problème d'usure du sentier, on va dire, hein, d'habillement des endroits où ils vont, parce que c'est trop fréquenté, pour que des sentiers qui sont délaissés et qui sont pourtant tout aussi beaux, voire mieux. Je reprends toujours l'exemple de la Guadeloupe parce que je connais moins bien la Pelée. Hein, je suis désolé, j'y suis allé qu'une fois et c'était pour mon mariage de noces, hein, donc ça monte à pas mal d'années. Donc voilà, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais en Guadeloupe, il y a la soufrière. Pour aller au sommet de la soufrière, il y a le sentier des Dames, qui est le sentier tranquille. On y va tranquillement, on monte. Voilà, c'est à peu près à la portée de tous. Mais il y a d'autres possibilités pour les sportifs. Au lieu de s'emmerder à passer par le sentier des Dames, passons par le Galion, montons l'Arc-Smithiste, grimpons par l'échelle, allons par le col de l'échelle, faisons le tour et le montons. Les sportifs, là, ils vont aimer, ils vont en prendre plein les cuisses. Là. Arrivés là-haut, ils seront vidés. À la fin de la journée, ils seront contents. Ils en auront pris plein les pattes. Donc voilà, donc il y a des produits peut-être à vendre sur la soufrière qui sont autres que ce qu'on vend actuellement ou ce qui est mis sur les réseaux sociaux ou sur les prospectus pour faire la soufrière d'une façon autre. Voilà, il y a toujours autour de la soufrière, allez voir des cascades, il y a des petites cascades qui sont au pied de l'échelle quand on s'arrête à parking de Beau Soleil, par exemple. Voilà, donc il faut essayer de trouver des choses un peu différentes, un peu pour dévier les gens de ce truc permanent. Et ça, le fait que des accompagnateurs en montagne se regroupent sur un même site pour vendre leurs produits, ça va jouer. Parce que moi, si je vends la soufrière, je ne vais pas la vendre par le chemin des Dames. Je vais la vendre par un autre chemin et je vais le préciser. Et passer par un parcours moins fréquenté, moins connu, peut-être un petit peu plus dur, mais voilà. Et puis, il y en a un autre qui va vendre la soufrière en passant par encore un autre endroit, etc. Ou alors, vous pouvez aller au pied de la soufrière et puis
Allô, Stéphane, on t'a perdu. Et les gars, vous m'entendez? Si nous Ouais, ratons nous autres. ouais. Ouais. Il n'y a que Stéphanie qu'on a perdu. Vous m'entendez bien? C'est juste pour savoir. Pas très fort, mais ça va, on t'entend bien. Super. Tu voulais nous chanter une chanson? Ouais. Hier, tu voulais tuer quelqu'un, mais aujourd'hui, c'est ensemble, mais on va bien y arriver avec toi à la fin. Ouais. Non, mais en vrai, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est super vrai. Et... Bon, en tous les cas, en Martinique, les gars, si vous voulez faire un bureau de randonnée, faire de la communication, il y a ma copine qui est très très forte dans ça. On peut s'organiser. On peut s'organiser et on peut faire de belles choses. Après, ce qu'il faudra gérer, c'est le travail ensemble. Mais même nous en Guadeloupe, parce que c'est vrai que de plus en plus, les gens qui viennent en vacances, c'est du style, ils viennent en Guadeloupe, ils organisent leur séjour de telle manière de faire plusieurs îles, telles que la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, au moins quelques îles. Et que même travailler ensemble, ce serait on peut organiser un truc entre la Guadeloupe et la Martinique, ce serait nickel, quoi. Ouais, clairement. Parce que, bon, ils parlent, mais il y a un truc quand même qui dérange un peu en Guadeloupe, c'est... Allô, allô. Est-ce que vous me entendez là? Oui. Oui, super. Oui, oui, oui. Mais vous n'avez plus d'écran partagé. Vous n'avez plus mon document, c'est ça? Non. Exact. Bon, et ben tant pis, on va faire sans parce qu'on ne va pas s'emmerder plus longtemps. On disait que ça passait bien, mais voilà, ça fait coup sur coup de trucs qui merdouillent. À moins que j'essaye de faire quelque chose comme ça. Est-ce que j'arrive à le refaire? Non, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. On va faire. De toute façon, on a bientôt terminé. Là, on arrive du moins à la fin. On parlait des outils de promotion. Donc oui, donc il faut faire la promotion. Il faut, oui, voilà, c'est ça. J'en étais à regrouper les données sur un même endroit. Donc ça, moi, je pense que c'est à mon avis très important si on veut gagner des parts de marché. Quelqu'un tout seul, je dis pas qu'il n'y arrivera pas. Je dirais pas qu'il vivra pas, mais l'ensemble de la profession ne se développera pas à cause de ça. Et si on veut booster le truc, c'est important. Alors, sur une page suivante, là, il demande améliorer l'information des randonneurs. Quelles sont les informations attendues? Ils veulent des informations techniques sur des cartes détaillées, le point d'arrivée, la durée, le nombre de kilomètres, le dénivelé, la difficulté, le niveau de difficulté, les consignes de sécurité, etc. Ils veulent des informations très techniques. Ils veulent aussi des informations touristiques. Les atouts de cette randonnée. Pourquoi réaliser de cette randonnée? Quel est son intérêt, son point d'intérêt? Qu'est-ce qui jalonne le parcours? Est-ce qu'il y a des monuments historiques? Est-ce qu'il y a des points de vue? Est-ce qu'il y a des lieux de détente? D'accord. Ils veulent savoir aussi, ils veulent avoir des informations au niveau des services. Donc, est-ce qu'on peut y accéder facilement en voiture ou en transport en commun? Voilà. Est-ce qu'il y a des restaurants pas loin? Est-ce qu'il y a des boutiques pour acheter des sandwichs ou des bouteilles d'eau sur le parcours, ou du moins avant le départ ou à l'arrivée? Est-ce qu'il y a un parking pour se garer régulièrement? Est-ce qu'il y a des toilettes au cas où? Est-ce qu'il y a des abris pour se protéger? Tous ces services, ça, ils sont très, très demandeurs. D'accord? Et puis, ils veulent des informations un peu supplémentaires pour les randonneurs itinérants. Des parcours à étapes, quelles sont les étapes, d'où ça vient, où ça part, avec les hébergements qui sont disposés avec. Alors, malheureusement, j'ai plus la page de... Je vais essayer de faire partage aussi quand même. Est-ce que je vais arriver? Tac, suite, ça ne marche pas. Moi, je l'ai à mon écran, mais je n'arrive pas à le partager avec vous.
Je ne sais pas comment on fait, je ne manie pas ces trucs-là, moi. Dommage, dommage, dommage. J'essaie de voir. Alors, si je le mets là, et après que je le remets. Si je vais me connecter. OK. Hop. Non, ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas. Ce que je voulais vous montrer à l'écran, là, c'était est-ce que vous connaissez les topoguides, les topoguides de la Fédération française de randonnée pédestre? Alors, si vous ne connaissez pas, c'est dommage. Je pensais que j'arriverais à vous faire partager. Je ne l'ai pas avec moi. Bon, c'est un petit livret qui donne un certain nombre de sentiers de randonnée avec un descriptif. Il y a une carte, il y a un descriptif et il y a plein d'informations dessus. Il y a des informations touristiques, où est-ce qu'on peut se loger, où est-ce qu'on peut se restaurer, s'il y a des circuits autres que la randonnée, qui peuvent avoir des VTT pas loin, etc., et des activités touristiques autres, etc. Tout ce qu'on vient de parler là, dans les topoguides de la Fédération française de randonnée pédestre, c'est marqué. Je ne sais pas si la Martinique a un topoguide. Vous en avez un ? Si, Ouais. on en a un. Donc, Qui a été c'est ça. réactualisé, je crois, l'an dernier, parce que c'est Gilles Cobet qui s'occupe de ça Ouais, je connais bien Gilles. à la fédération. Ouais. Donc, voilà. Donc, très bien. Donc, vous connaissez à peu près comment c'est foutu. Donc, ça, c'est des outils de promotion et d'information très importantes qui fonctionnent très bien. Mais pour donc c'est bien pour le randonneur en général. Ces randonneurs qui vont utiliser ces topoguides tout seuls parce qu'ils ont le livre, ils ont toutes les informations qu'ils veulent et donc la plupart du temps, ils utilisent ça pour randonner tout seuls. C'est un premier pas pour arriver vers les accompagnateurs en montagne. Parce qu'au début, ils vont commencer à randonner tout seuls, ils vont prendre un certain plaisir, mais quand ils reviennent, en fait, ils veulent d'autres informations. C'est pas grave s'ils refont la même randonnée, mais ils veulent des informations supplémentaires et pour ça, ils vont venir sur l'accompagnateur en montagne pour avoir une randonnée vue différemment. D'accord ? Il faut pas séparer les publics comme le randonneur il est seul. Effectivement, ils sont très nombreux, ils randonnent très souvent seuls, mais c'est des randonneurs qui ont un potentiel pour venir vers nous. Donc, moi, je me dis toujours que plus il y aura de randonneurs seuls qui viendront en Guadeloupe, lors de leur deuxième voyage, parce que quand on regarde les statistiques des comités du tourisme, ils reviennent quasiment tous une deuxième fois, et bien la deuxième fois, ils ne randonnent pas seuls, ils viennent avec un accompagnateur en montagne. Parce qu'on leur a dit que les informations étaient différentes et qu'il y avait une qualité différente et un plus-value qu'on paye, effectivement, mais qui est importante. Donc ça c'est une information, il faut vraiment l'utiliser à fond. Voilà. Toujours dans les choses à faire, donc faire de la promotion, les sites internet, les sites web, comme on l'a dit tout à l'heure, faire un réseau très important, s'appuyer sur les partenaires, que ce soit les parcs nationaux ou parcs régionaux, les comités du tourisme, les offices du tourisme, même le département. Hein, vous pouvez faire signer des partenariats avec les départements. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, on le disait, former absolument les personnes qui sont aux offices du tourisme. Ça, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Alors, certes, maintenant, ils ferment de plus en plus et j'espère que ils feront marche arrière assez rapidement parce que c'est dommage. Un touriste qui ne trouve pas les informations, c'est un touriste qui va s'ennuyer et qui va repartir en étant déçu. Ça, c'est un problème. Et là, je suis à ma dernière page que je voulais vous présenter, qui était justement sur une approche non seule, mais de toutes les parties, une partie prenante. Tout le monde doit être dans le réseau. Les hébergeurs, les prestataires d'activités sportives autres que la randonnée,
les guides de montagne, bien sûr, mais les commerces, les offices du tourisme, les taxis, bref, les acteurs de transport. Bref, il faut vraiment créer un réseau très, très, très commun pour que tout le monde y trouve son compte. Quelqu'un qui va prendre un taxi en sortant de l'avion et qui va dire en papotant le soir en allant à son hôtel ou à son gîte, oh, je suis venu pour faire des randonnées, et que le gars qui est derrière son volant lui dit, ah ben je connais Samuel, c'est un gars super, il vous fait des randonnées géniales, je vous donne son numéro, vous allez voir, contactez-le, il va vous faire des trucs comme ça, et boum, et boum. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les réseaux, il faut avoir des réseaux, une tonne de réseaux. Il faut fonctionner vraiment, vraiment comme ça. Ne pensez pas que vous allez pouvoir réussir tout seul. Si, vous pouvez. Tout le monde peut tout faire. Mais ça marche vraiment bien quand on a du réseau. D'accord ? Ok, encore quelques petits chiffres. Et puis, moi, je vais m'arrêter là pour ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, des chiffres de 2019. Pour vous donner le poids économique d'un randonneur. Un randonneur en itinérance dépense entre 50 et 60 euros par jour. D'accord ? Alors, il dépense 50 ou 60 euros par jour dans l'hébergement, dans ses déplacements, dans la restauration. Alors, n'est pas compris dans les 50 et 60 euros les déplacements, prendre de l'avion pour venir sur place, ni la location de voiture. D'accord ? Ça, c'est pas pris en compte. Donc voilà, dans le matériel, c'est voilà, dans l'achat de matériel, l'achat de cartes, l'achat de topo guide et différents services qu'ils peuvent trouver. Donc voilà, pour avoir une ordre d'idée de ce que peut dépenser un randonneur qui fait l'itinérance. Qu'est-ce que je voulais vous donner comme chiffre d'autre aussi ? Ouais, j'avais un chiffre qui était assez intéressant sur la progression fulgurante de la notion de randonneur. Au niveau de la fédération, en 1991, il y avait 22 000 licenciés. 22 000 licenciés en 1991. En 2019, donc c'est les derniers chiffres, 2019, on était 230 000. Donc, ça booste quand même derrière. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vient. Bon, alors, sachant qu'on a perdu 30 000 en un an. J'espère que ça ne va pas continuer comme ça, sinon on va retourner au chiffre de 91 très rapidement. Donc voilà. Entre force et faiblesse, la force de la randonnée, c'est que c'est un sport facile et qui coûte normalement relativement peu cher. Une paire de baskets, un petit sac, on met une bouteille d'eau et puis voilà, on est presque parti, d'accord ? Donc c'est facile, c'est accès à tout le monde, à toutes les qualités, des gens qui ont aucun niveau et puis des gens extrêmement performants. Donc on a un large public, vraiment très très large. C'est facile. C'est pas cher. Par contre, notre faiblesse, je le répète encore, c'est un problème de structuration. Ces problèmes de structuration, c'est-à-dire les professionnels ne sont pas assez structurés. Alors en France hexagonale, c'est moins le cas, mais pour les Antilles, c'est vraiment, vraiment, vraiment le cas. Et une grosse faiblesse, c'est une non prise en compte des politiques, de la manne importante d'argent que ça peut générer. Ils en sont encore trop sur les hôtels, les plages et les cocotiers. Ils n'ont pas encore compris qu'en investissant un petit peu sur les sentiers et la promotion des sentiers, ou du moins faire la promotion, c'est une chose, mais si l'entretien n'est pas fait derrière, ça ne marche pas. On pourrait prendre l'exemple de la Réunion, l'île de la Réunion, qui n'a pas ou peu de plages et qui ont tout de suite dit qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre ? Eh bien, on a à vendre nos paysages, nos montagnes, et donc qui ont investi depuis plus de 50 ans dans la randonnée. Quand il y a un problème sur un sentier, le problème est réglé immédiatement. Ils n'attendent pas 3 ans pour pouvoir faire l'entretien ou pour faire les travaux. C'est nickel tout de suite. Je confirme. Si on marche un peu trop dans la boue,
parce qu'il y a eu un éboulement ou qu'il y a une... C'est pas grave, on envoie du monde, hop, on va mettre une dalle, on va faire une marche, c'est nickel. Tu marches quasiment partout sur des endroits absolument nickel. C'est pas comme en Guadeloupe ou en Martinique où on marche dans la boue en permanence, des racines. Alors ça a son charme, hein, notre truc, mais voilà, il y en a qui ont investi, d'autres pas. Et après, il faut arrêter de pleurer en disant nous, pourquoi ça marche pas, et eux, pourquoi ça marche. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rapidement, je lis mes petites notes. Oui, Thérèse, vas-y, je t'écoute. Oui, je voulais poser une question sur, par exemple, les séjours en itinérance. C'est de la compétence d'un accompagnateur moyenne montagne parce qu'en fait, je me posais la question sur les séjours touristiques qui sont par des tours opérateurs et un séjour que nous, on peut proposer en itinérance à des touristes. Est-ce qu'il ne nous faut pas une double compétence, quoi? Enfin, une double... Pas forcément si tu fais du bivouac en pleine nature. Du bivouac en pleine nature, tu n'as pas besoin de... D'accord, c'est des nuitées, certes, mais bon, c'est des bivouacs, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où tu vends une prestation, si tu vends les prestations seulement de la randonnée, mais que lui se charge de l'hébergement, par exemple, s'il y a un GRPI, par exemple, en boucle, toi, tu dis, moi, je suis là tous les matins, et je vous accompagne donc de 8 h du matin jusqu'à 18 h, on va dire, pour la randonnée, mais que la réservation du gîte ou de l'hôtel où vous êtes, c'est vous qui le prenez en charge, que votre billet d'avion, c'est vous qui le prenez en charge. Moi, vous me facturez que les randonnées de tous les jours, mais les randonnées. Et donc là, tu n'as pas besoin d'une complaisance supplémentaire. Tu n'as pas besoin de ça. D'accord? J'ai répondu à ta question? Ok. Oui, Hugo? Oui, et aussi, c'est un peu le même cas, c'était pour les locations. Par exemple, si on fait de la randonnée en itinérance et que, par exemple, nos clients, ils n'ont pas de tente, et est-ce qu'on peut leur louer, par exemple, une tente ou on est obligé ou ça, on n'a pas le droit de le faire, quoi? Vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. D'accord? Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est les nourrir. Ah, d'accord. Ok. Et ouais. Dans la restauration, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de lui louer un VTT, mais vous avez le droit de lui louer une tente pour un bivouac. Enfin, dire louer, par exemple, mettre dans le prix quoi, de la prestation. Ouais. Enfin, parce que, ok. Mais la petite boisson rafraîchissante après la rando, on a le droit quand même. Ça c'est compris dans le prix, mais tu ne le détailles pas et tu l'offres. D'accord? C'est dans la prestation générale ou même le sandwich du midi. Moi, c'est dans le sandwich du midi, vous ne le précisez pas dans la facturation, c'est dans l'encadrement que vous mettez sur votre facture, c'est tout compris, point barre. Et puis, vous leur offrez le sandwich, la barre de céréales, la bouteille d'eau et le jus à l'arrivée. Il ne faut pas le détailler. Parce que la restauration, c'est une prestation supplémentaire. D'accord? Transport, c'est une prestation supplémentaire. OK. Comité d'agglo, on en a parlé. Tout ça, c'est bon. Bon, voilà, moi j'ai fait à peu près le tour. Donc, en fait, on n'a pas le droit, par exemple, d'aller chercher un touriste à son hôtel et puis de l'emmener sur le départ de la randonnée. Le rendez-vous sera forcément au démarrage de la rando. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, moi, il y a des petites astuces, des petits trucs, etc. C'est des accords. L'hôtel se trouve sur la route entre votre domicile et le point de randonnée ou le gîte. Vous n'avez pas de détour extraordinaire à faire, à part un tout petit machin, etc. Vous les prenez en passage. Voilà, vous les prenez au passage. Okay, mais vous ne pouvez pas leur facturer. Vous ne leur facturez pas le transport. D'accord? Donc ça, il faut voir avec votre assurance automobile. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez les récupérer, mais vous n'avez pas le droit de leur facturer. D'accord? Oui, d'autant plus que s'ils ont fait des locations, oui. On peut pas. Ouais.
Par contre, s'ils ont un problème sur l'itinéraire, effectivement, et qu'on se retrouve dans les parages, on peut venir les récupérer, entre guillemets, à leur hôtel et les accompagner sur le circuit pour les amener au point de départ. C'est souvent ce que je fais. Hein. Moi, ils ont leur propre voiture parce que moi, je fais des randonnées à la demi-journée, la plupart du temps de quelques heures, hein, 3 heures, 4 heures, etc., maxi. À la fin de la randonnée, eux, ils ont envie de faire autre chose. Aller à la plage ou aller voir le musée qui est à côté, ou je sais pas, etc. D'autant plus que j'essaye de leur proposer. Donc, il ne faut pas qu'ils soient contraints à me suivre, moi, dans ma voiture, etc., pour pouvoir les ramener à l'hôtel, etc., pour qu'ils repartent. Donc, souvent, ils me suivent en voiture. Je suis devant, ils me suivent derrière. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe, la plupart du temps. Donc, sur ce, il m'arrive aussi d'en récupérer. Des fois, ils n'ont pas pris de voiture, etc. Je les récupère. Bon, ça arrive exceptionnellement, mais bon, c'est pas le fonds de commerce. Hein. Mais je ne leur vends pas la prestation de déplacement. D'accord ? Je n'irai pas faire un détour. Moi, j'habite sur la Grande Terre. S'ils habitent le Nord Basse-Terre et puis que je vais à la Soufrière, je ne vais pas faire un détour pour les récupérer. Je leur dis non, moi, je ne vais pas faire un détour pour ça. Il faut qu'ils se débrouillent. Et si ce n'est pas un parcours en boucle, est-ce qu'on peut s'arranger avec les voitures? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas facturable, en fait. C'est pas facturable. Non, ça, c'est un truc qu'on fait couramment. Hein. On leur donne rendez-vous au point d'arrivée, je les récupère dans ma voiture, on va au point de départ, et puis on fait comme ça. Ça, c'est un truc souvent. En Martinique, ça doit être à peu près pareil que la Guadeloupe. On a beaucoup de sentiers linéaires, assez peu en boucle, malheureusement, et c'est un peu préjudiciable, mais bon, on fait avec. OK? D'accord? Bon, moi, je vous laisse. Quelle heure il est? Ouais, vous avez un peu de temps maintenant. Je crois que Jean-Pierre vous récupère vers 10h15. Donc, vous avez le temps un peu pour vous reposer. N'hésitez pas à noter des questions. Jean-Pierre me les fera parvenir à la rigueur. Donc, le gros document que je vous ai montré, il est en ligne. Hein, s'appelle Atout France ou études de marché. Je ne me rappelle plus trop quel est le nom. Ça s'appelle Atout France, ouais. Ça s'appelle Atout France. Donc voilà, c'est un bouquin qui est très intéressant. Ça donne plein de données. Ça permet de savoir quelle est la clientèle qui existe, ce qu'elle fait, ce qu'ils recherchent surtout, et c'est ça qui est intéressant, sachant que sur des zones où la randonnée existe déjà depuis longtemps, l'intérêt est de faire ce que les autres ne font pas, bien sûr, mais que ça plaise aux randonneurs. Il ne faut pas que ça vous plaise à vous. À vous, c'est bien que ça vous plaise. Faire quelque chose qui vous plaît, c'est bien, mais il faut que ça plaise surtout aux randonneurs qui vont venir. Donc, il faut essayer de comprendre leur aspiration. OK. Voilà. Bonne fin de journée, bon courage. Merci. 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 Bonne fin de journée. Il faudra vraiment voir s'ils ont fait une analyse de ce type sur la Guadeloupe et la Martinique. Donc, nous sommes là pour dans 15 minutes, c'est ça? J'ai pas compris. C'est qui après? C'est M. Borel. Normalement, oui, c'est M. Borel. Donc, comme M. Borel est déjà, donc je pense qu'on a marqué une pause et M. Borel va revenir, je pense, 10 minutes. Quoi, parce qu'il est chez lui-même. Il avait dit que c'était 10h15? Oui, il a dit 10h, 10h encore. En fait, quand c'est en fonction de l'autre interlocuteur, comme on a fini quand même à moins 10, donc je suppose, oui, dans les 10h, 10h05, plus ou moins, quoi, parce qu'on a fini quand même à 9h50. Donc, je pense à peu près un quart d'heure, donc vers 10h, 10h05. D'accord. Je pense, hein. Après, ça, on le verra venir, je pense, je sais pas.
Du coup, je profite pour poser ma question ici. Vous avez vu le replay de la physio? Parce que j'ai vu uniquement pour le système cardiaque, mais les systèmes nerveux et les systèmes de contraction musculaire, je n'ai pas trouvé. On n'est pas arrivé jusque-là. Mais ouais. Mais si on a vu le système nerveux, puisque j'ai eu le temps de noter des choses, mais il me manquait des choses. Non, il a parlé brièvement de ça en parlant du cœur, quand il parlait du cœur et les ventricules et ceci.